Bonjour, bienvenue à mon podcast de voyage. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale, une amie qui voyage de façon différente de la plupart des autres gens que je connais, Mélanie Robitaille. Bonjour, Farto. Enchantée, Mélanie. Mélanie est la tête dirigeante d'une entreprise d'immobilier. On se connaît par ce véhicule-là. Donc, ça s'appelle Rachel Julien depuis plus que 15 ans, 20 ans? 16 ans, presque 17. Presque 17. Donc, dans l'immobilier, c'est comme ça qu'on se connaît. Mais elle a aussi la particularité de voyager beaucoup. C'est la fille parfaite. Elle est bonne à l'école, elle est bonne elle performe dans son business. Elle a beaucoup de batterie Duracell. Elle a de l'énergie à revendre. Mais ici, on est là pas pour parler de ta business, mais de la façon que tu voyages. Parle-moi parce que tu voyages avec tes filles, c'est ça qui est intéressant. Tu as fait 43 pays. Je sais que tu parles très bien espagnol et que tu es une fan finie de l'Amérique du Sud. Alors ça, j'y allais souvent, puis c'est une région que je connais probablement moins que toi. Mais j'aimerais ça que tu me parles de ton premier voyage en Amérique du Sud, ton historique de voyage au départ. Puis pourquoi tu as une passion? Qu'est-ce qui était le catalyseur qui a fait que tu as ça dans le sang de vouloir découvrir le monde? Bien, écoute, Sarto, ça part définitivement de l'école primaire et secondaire. Moi, je suis allée dans une école publique dans Cartierville où on avait autant de classes d'accueil que de classes régulières. Donc, ça a fait en sorte que très rapidement, mes amis étaient issus de l'immigration de première génération. Mon premier amoureux, je l'ai rencontré lorsqu'il est arrivé au Canada, qui était en classe d'accueil. Il était péruvien, tout comme la majorité de ses amis. Il doit être encore péruvien. Oui, il l'est encore, mais il n'est plus mon amoureux. Donc, on était ensemble presque 10 ans. Et le premier voyage que j'ai fait de ma vie, c'est d'aller au Pérou avec lui dans sa famille. Puis, j'avais pas 18 ans, là, j'avais peut-être 16 ans ou quelque chose comme ça. Puis, ça a été un voyage pas vraiment d'aventure, plus de dépaysement. Donc, d'aller dans des quartiers très simple, défavorisé, puis de voir un peu comment les gens vivaient dans sa famille. Oui. Donc ça, c'était mon premier voyage. Et ton premier voyage, même avec tes parents avant? J'avais jamais voyagé avec mes parents. J'étais allée en Floride, mais j'avais jamais fait de voyage fait que ton premier voyage, il n'était pas touristique du tout. Il était en immersion totale. Immersion totale dans la famille, puis visiter tous les membres de la famille. Dans le fond, c'était près de la capitale, à Lima. Puis ça l'a vraiment semé chez moi cet intérêt de tout ce qui drive mes voyages en date d'aujourd'hui, c'est la musique, la culture, la nourriture, la façon dont les gens vivent, la façon dont les gens consomment leur ville, les commerces de proximité. Fait que c'est vraiment la flamme, ça a été ce voyage-là. Puis d'ailleurs, le Pérou, c'est un des premiers pays que j'ai revisité une fois que j'ai commencé mon parcours de voyageuse officielle, mettons. De voyageuse plus touristique. Oui, voilà. Ce premier voyage-là, est-ce que tu as fait comme le Machu Picchu, des choses comme ça? Ou en fait, j'ai fait plusieurs voyages, mais mon premier voyage significatif, c'est un cadeau de moi à la fin de mon bac. Je suis partie 6 mois en Amérique du Sud, donc j'ai couvert l'Argentine, la Patagonie, le Chili, le Pérou, la Bolivie, l'Uruguay, le Paraguay, l'Équateur, puis à peu près, je dirais que c'est ça. Donc, comme tu es une athlète accomplie, as-tu été tentée par l'ascension de Chimborazo, Cotopaxi ou des... J'ai rien fait d'extrême. J'ai fait des longs treks de 4, 5, 6, 7 jours. J'ai fait pas mal de stock, mais jamais... Mon objectif est rarement sportif, là. Mon objectif est davantage dans la contemplation. Fait que, tu sais, j'irais pas faire l'Everest. C'est pas dans la liste des choses que j'ai envie de faire. Hein? Plus l'ayahuasca. Oui, mais tu sais, ce que j'avais beaucoup aimé au Pérou, par exemple, je me souviens de ça, j'avais fait le canyon des Colca, qui, mine de rien, peut avoir l'air un peu simpliste comme ça, là, mais à l'époque, c'était le canyon le plus profond au monde. Donc, je l'avais fait avec une fille que j'avais rencontrée dans une auberge. Puis, écoute, c'était une longue remontée, là. Il fallait partir à comme 1h du matin pour arriver avant le gros du soleil à 9h. C'est où, ça? Dans le coin d'Arequipa, Pérou. Tu me disais aussi, un peu avant qu'on entre en onde, que tu avais fait à Iquitos. Oui. Moi, j'ai fait un petit bout de Iquitos, mettons, jusqu'à Manaus. Oui. Est-ce que tu as fait l'Amazon jusqu'à Belém ou tu as fait... parce que tu me parlais
parce que ce que je comprends, là, ce que j'ai compris quand je l'ai vécu, c'était soit que tu embarques sur des genres de cargo sur le pont pour 2 dans un hamac. Oui. Ou tu prends, je sais pas moi, le Delphine 2 de luxe, 6 cabines avec genre le Ponant, là, des grands luxe. Ou tu prends des navettes comme des speedboats qui vont faire d'une ville à l'autre jusqu'à Tabatinga ou quelque chose comme ça. Toi, tu as fait ça ou parce que il me semble que tu m'as parlé de hamac tantôt. Moi, dans les faits, je suis partie avec 4 000 pour mon voyage de 6 mois, y incluant mon billet d'avion aller-retour. Donc, on comprendra que ce qui fitait dans mon budget, c'était le 2 piastres. Ouais, okay. Je dis 2, j'ai peut-être 6. Non, mais je veux dire, à l'époque, je me rappelle pas que ça avait été une dépense importante, mais bon, ça comportait quand même son niveau d'inconfort et de risque. Donc, non, j'étais dans un hamac. Donc, j'étais dans un bateau de marchandises sur lequel il installait des hamacs au niveau principal. Puis, je sais pas, moi, il y avait une trentaine de hamacs avec majoritairement des locaux, là, sauf une famille okay, je pensais que c'était des... Non, c'est majoritairement des locaux. Donc, c'est dangereux, tu sais, parce qu'il y avait du monde qui était inquiet de se faire voler ou... Bien, en fait, oui, c'est dangereux. Donc, il y a beaucoup de pirates de l'eau à cet endroit-là. Donc, dans le fond, qui vont embarquer sur les bateaux puis voler les gens qui sont sur place. Pendant qu'ils dorment ou à la pointe d'un couteau? Ah non, à la pointe d'un couteau, là, oui. Puis le propriétaire du bateau, il les laisse embarquer? Alors, en fait, là, l'histoire ne le dit pas puisque c'est pas arrivé, mais ce que je me souviens, c'est que j'étais obligée de dormir avec ma carte mémoire de caméra, parce qu'à l'époque, c'est des cartes mémoire de caméra, dans mes sous-vêtements. Puis la même chose pour mon petit iPod, qui sont 2 éléments qui étaient très, très importants pour mon voyage. Parce qu'il y avait de la musique puis des photos. Oui, c'est ça. Fait que l'essentiel, c'est ça. Building memories. Oui, oui, absolument. OK, fait que ça a commencé par l'Amérique du Sud. Commencé par l'Amérique du Sud. Puis, tu sais, après, j'ai fait aussi beaucoup d'Amérique centrale. Moi, je parle espagnol. C'est ma seconde langue. Donc, c'est sûr que j'ai été rapidement attirée par des voyages où on parlait espagnol parce que ça permet, pour moi, d'avoir une expérience beaucoup plus immersive, de rentrer dans le cœur des gens, d'être capable de rentrer dans les maisons, dans les familles, de mieux comprendre les aspects politiques dont on ne parle pas vraiment aux étrangers. C'est comme si tu demeures étranger quand tu parles espagnol, mais quand tu le parles couramment, il y a une proximité qui se crée et qui donne des opportunités. Fait que l'intégration est plus facile, puis et plus profonde aussi. Tout à fait. Parce que, puis tu jases quoi, politique, culture? Ou... j'aime beaucoup jaser mais politique. quand tu vas, mettons, je sais pas, à Lima, qui est une grande capitale, il y a des locals, mais il y a beaucoup de zones touristiques aussi, où est la grande place, là. Oui. Tu évites ça ou tu veux pas être dans le surtourisme, mais est-ce que tu vas quand même voir, je sais pas... Tout à fait. Moi, je vais tout. Tu sais, mettons, je suis allée voir le Machu Picchu, là. Puis j'ai trouvé ça extraordinaire. Puis j'étais super contente d'y aller. Donc, ce que j'aime, c'est de trouver un peu un équilibre entre les deux, là. Mais j'aime les villes. C'est pas la majeure partie de mes voyages, là. Tu sais, je peux dire, mettons, c'est peut-être un 30%. J'aime aussi beaucoup la nature. J'aime vraiment une variété de choses. Ce que j'aime un peu moins, puis c'est très peu populaire de le dire, mais je suis moins type musée. C'est pas... Tu sais, je vais en faire un à chaque grande ville que je vais faire, mais c'est loin d'être ma priorité en voyage. Fait que ce serait 30% urbain, 70% campagne. 30-40, oui. Comme ça, quand tu voyages, tu as un 2 tiers qui est campagne, puis un tiers qui est urbain. À peu près, oui. Puis dans le urbain, tu préfères éviter les musées ou assez... Oui, je vais être beaucoup plus marché public, m'asseoir, regarder, marcher les villes, consommer les transports collectifs, voir comment c'est organisé. Je suis une promeneuse, je suis une regardeuse. Donc, c'est ce que je fais majoritairement en voyage. Puis tu provoques ou tu laisses venir à toi les interactions avec les locals? En fait, je dirais que c'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Je pense que quand on voyage... Moi, je fais beaucoup de voyages avec mes filles, tu l'as dit d'emblée, mais je fais aussi beaucoup de voyages seuls. Quand on voyage seul, même avec mes filles, on est beaucoup plus accessible que lorsqu'on voyage avec un groupe ou même en couple. Les gens vont avoir plus tendance, surtout les familles, à venir voir une femme que de venir voir un homme. Donc, j'ai trouvé que ça m'a donné des belles opportunités. Ouais. Est-ce que tu as eu des aventures désagréables de fait que tu voyages seul? On va parler de tes filles après, là, mais pour toi, parce que je sais que tu es allé aussi en Asie, t'en as fait beaucoup là, de pays, là. Les Caraïbes beaucoup, l'Amérique du Sud, l'Europe, Thaïlande, Philippines. Bien, Sarto, je te répondrai que très peu.
Tu sais, dans le fond, souvent, les gens qui ont peu fait de voyages d'aventure dans des pays en développement ont ce premier réflexe de dire « ça n'a pas de bon sens de voyager seul ». Moi, j'ai pas du tout ce feeling-là. Je pense que la majorité des voyages sont tout à fait sécuritaires. Maintenant, il y a des choses que je ne fais pas comme voyageuse et que je ne fais pas depuis que j'ai commencé à voyager toute jeune et que je ne fais pas aujourd'hui puis que mes enfants font pas non plus. Je prends pas le taxi. J'évite le plus possible de prendre le taxi. Donc, je vais prendre des Uber. J'ai peu de confiance. Les Uber, c'est comme un taxi. Oui, mais le Uber, tu es capable de savoir de où il vient, où il va, puis de voir ses ratings et tout. Donc, il y a vraiment un aspect sécuritaire qui vient avec le Uber. Okay. Je vais éviter, même je vais préférer que quelqu'un me recommande quelqu'un qui va me transporter plutôt que de prendre un taxi. J'ai pas confiance au taxi. Je ne sors pas seul le soir. Jamais. Donc, à la tombée de la nuit, je vais sortir avec des gens, mais je partirai pas seule parce que oui, je veux dire, on a des mauvaises histoires, on en a entendu, j'en ai vu, j'en ai vécu. Donc, je fais pas ça non plus. Puis, je fais aussi très peu confiance au corps policier dans certains pays, notamment en Amérique du Sud puis en Amérique centrale. Fait que c'est comme si j'ai créé un contexte qui m'est favorable pour les voyages. Puis, j'essaie toujours de privilégier des auberges de jeunesse pour les voyages. Encore aujourd'hui, même si je suis plus en âge de faire des auberges de jeunesse. Encore une jeunesse. Mais pour rencontrer des gens, pour justement être capable de trouver des activités, partager des moments, puis éviter justement de me promener seule dans les rues le soir. Est-ce que c'est arrivé où tu as rencontré, parce que moi aussi j'adore les auberges de jeunesse malgré mon vieil âge, mais je me dis que quand tu vas dans un Marriott, à Saigon, ou à Ho Chi Minh City maintenant, que ça s'appelle, tu vas rencontrer le touriste qui te regardera pas, qui va se promener avec son petit caniche, puis ça peut être le même Marriott qui est à Washington qu'à Bangkok. T'as pas de dépaysement, t'as pas de contact, t'as pas de eye contact avec les gens, alors que dans une auberge de jeunesse, tout de suite dans la cuisine ou sur les aires communes, il y a quelqu'un qui prend une bière, qui t'invite. Il y a une... C'est plus un aimant à contact et relations humaines que dans un gros hôtel. Tout à fait. Est-ce que tu as déjà des bonnes et ou des mauvaises aventures avec des rencontres que tu as faites dans des auberges où quelqu'un te dit, faut pas que tu fasses ça, mais faut que tu fasses ça, ou ils t'ont accompagné après ça, puis tu as fait des bouts de voyage avec des gens que tu rencontrais sur... Oui, bien, premièrement, juste pour l'histoire, quand je voyage aujourd'hui, je fais à peu près 50 auberge de jeunesse, 50 autre chose, parce que n'en demeure pas moins qu'une auberge de jeunesse, c'est beaucoup moins confortable. Fait que je vais chercher les bons côtés de l'auberge de jeunesse, puis après, parce que maintenant, on a les moyens. Non, c'est ça. Mais oui, moi, toutes mes rencontres significatives de voyage, je les ai toutes faites dans des auberges de jeunesse. Il y a des gens, il y a un homme avec qui j'ai voyagé pendant 1 mois que j'ai rencontré dans une auberge de jeunesse un soir, puis qu'après, on s'est dit, hey, pourquoi pas, on pourrait poursuivre, faire un bout de chemin ensemble. Puis j'ai une amie, Hélène, des Pays de Galles, avec qui j'ai voyagé aussi pendant un moment. Fait que j'ai eu des rencontres significatives. Tout le conflit israélo-palestinien, moi, je l'ai décortiqué dans des auberges de jeunesse. Je dis pas que j'ai une bonne compréhension de ça aujourd'hui, mais j'ai voyagé avec des Palestiniens, j'ai voyagé avec des Israéliens. Il y a énormément d'Israéliens qui voyagent, particulièrement en Amérique du Sud. Fait que oui, je veux dire, ça a été l'endroit de mes... En Amérique du Sud, il y a beaucoup de... Énormément. Donc, je sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais à l'époque de mes voyages, il y avait le service militaire obligatoire pour les femmes et les hommes. Et à l'issue de la terminaison du service militaire, mais il y avait un voyage qui était payé par l'État. Donc, il y avait vraiment une très grande proportion. Fait que c'était pas juste des chasseurs de nazis qui savaient qu'il y en avait qui s'étaient échappés en Amérique du Sud. Mais c'était des gens comme toi et moi qui voyageaient. Ah ouais, okay. Oui. Cool. Tu as mentionné en pré-entrevue que tu avais eu une galère, une mauvaise aventure improbable, puis j'en revenais pas. Alors, j'aimerais mieux que tu la racontes, parce que c'est presque incroyable, là, en fait. Oui. Bien, dans un de mes voyages, je suis partie 6 mois. Puis, tu sais, je l'ai dit tantôt, le plus important pour moi, c'est la musique, les photos. Puis, il y a une certaine fois qu'on n'avait pas de cellulaire. Puis, ce voyage-là, j'avais pas de cellulaire. Donc, on était dans les cafés Internet pour donner des nouvelles. Fait que ça, puis le passeport, tu sais, il n'y a pas grand-chose qui sont plus importantes. Puis, j'étais vraiment bien équipée parce que je pense que j'ai vraiment des bons réflexes de voyage pour pas me faire voler. Donc, j'étais vraiment équipée. Mais bon, je prenais des autobus de la ville pour mon transport. Puis, l'Amérique du Sud, ça, dans le fond, c'est au Pérou. Ça semble pas loin, les distances, mais c'est toujours très, très loin. Il y a beaucoup d'autobus de nuit. Les routes sont oui, exactement. approximatives. Ouais. Et les gens entrent et descendent toujours. Puis moi, j'ai jamais voulu mettre mes bagages en dessous. J'ai toujours eu peur de me faire voler. Donc, j'ai tous mes bagages avec moi, mais j'ai un cadenas avec une corde en métal. Tu sais, je suis vraiment bien équipée pour pouvoir dormir puis barrer mon stock. Mais vraisemblablement, ces gens-là sont parfois très, très compétents. Donc, je me suis tout fait voler à l'exception de mon passeport. Donc, tout
tout fait voler, donc j'avais plus d'argent. Ils ont coupé la corde, tu sont partis avec le sac? Ils ont coupé le cadenas. Oui, ils ont coupé le cadenas. Ils ne sont pas dur. partis avec le sac. Hein. Ils ont vidé le contenu de mon sac, mais ils ont laissé le Pendant sac. que tu dormais. Donc, quand moi, je me suis réveillée, comme tout avait l'air de bien aller, mais tout n'allait pas bien puisque le contenu du sac avait été vidé pendant la nuit par quelqu'un qui avait attaché après le sac. Mais il était juste vide. Tout à fait, exactement. Il n'était pas vide. Il y avait juste plus d'argent, plus de cartes, plus de téléphone. Il avait pas besoin de tes bobettes, il avait juste besoin de ton portefeuille. Oui, c'est ça. Donc c'est ça. Donc, je me réveille à l'époque, je pense que je suis à Huaraz, dans le nord du Pérou. Et là, je connais pas personne parce qu'à ce moment-là du voyage, j'ai pas rencontré quelqu'un en auberge de jeunesse qui s'en allait dans cette direction-là. Puis je me rappelle d'arriver au terminus, de réaliser que j'ai plus rien, mais plus rien pour me rendre nulle part, là, dans le sens que j'ai plus rien de rien. J'ai rien. Et j'ai parlé à ce moment-là avec un local. Puis ma première question, malheureusement, en Amérique du Sud, dans toutes les villes où il y a un minimum de touristes, il y a des marchés où on retrouve les trucs qui ont été volés des acheteurs. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui est très, très organisé dans la vie. T'as pensé à ça? Oui, j'ai définitivement pensé à ça. C'est la première chose à quoi j'ai pensé. Comme cette si personne. Quelqu'un m'a volé cette nuit dans le boss, c'est sûr que ça se retrouve au marché. Demain, c'est sur le marché. Tout à fait. OK. Comment tu peux savoir que c'est pas pour son usage personnel qu'il te vole une caméra, mettons? En fait, je pense que être voleur en Amérique du Sud, c'est une profession. Donc, les gens qui volent, c'est pas comme par hasard, je suis tombée sur cette fille-là. Ce gars-là prend cet autobus-là à tous les soirs et fait la même dynamique. Puis moi, la seule chose que je n'étais pas certaine, c'est je savais pas où la personne avait descendu. Fait qu'elle aurait pu descendre, mettons, 4 heures plus tôt puis que ça se retrouve pas dans ce marché-là. Oui. Mais moi, j'ai pris le pari de me dire je vais au moins aller voir. Donc, cet homme que j'ai rencontré... Il aurait pu arriver 1 heure après aussi, puis tu serais passé dans le marché sans le voir. Tout à fait. C'était peu probable, mais j'avais tellement de temps. Et j'étais tellement démunie que j'ai pris le temps de le faire. Donc, cet homme-là m'a dit où aller. Je suis allée. Puis là, j'ai fait tout le tour du marché. Puis finalement, je suis tombée sur une vitrine en verre dans laquelle il y avait ce qui semblait être mon mini AirPods et ma caméra. Parce que c'est pas juste la carte mémoire. Les deux, un à côté de l'autre. Les deux, un à côté de l'autre. Ils me regardent, tu sais. Fait que là, moi, encore là, très improbable, je demande à voir la caméra. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui revendent, c'est pas nécessairement les gens qui ont volé. C'est certainement pas les gens qui ont volé. Donc, eux ont racheté le matériel. Et ensuite, c'est comme un pawn shop, mettons. Oui, mais ils l'ont racheté du voleur. Du voleur, tout à fait. Puis donc, dans le fond, puis là, ce qui est très improbable, c'est que j'ouvre la caméra et ce que je vois, c'est la photo de quelqu'un qui se prend en photo, qui n'est pas moi, OK? Qui est un gars puis une fille. Puis là, je swipe, je vais avoir les photos précédentes, puis toutes mes photos de voyage sont là. J'ouvre le... C'est-à-dire que le voleur ou le receleur a quand même utilisé la caméra. Il l'a utilisé pour voir si elle marchait, mais il n'a pas pensé d'effacer les photos. OK, fait que là, tu as la face de quelqu'un qui est proche du voleur. Mais ça rendu là, c'est vraiment le dernier de mes soucis. Moi, tout ce que je veux, c'est avoir mes trucs. Donc là, je teste le truc avec la musique, ça fonctionne, ma musique est là. Puis je m'en vais à Huaraz, il y a la police touristique, qui est comme une fausse bonne idée. Là, tu peux pas le racheter parce que tu n'avais pas d'argent? J'avais pas d'argent. C'est sûr, j'avais pas d'argent. Il demandait combien pour ton stock? Ça fait 20 ans de ça. J'ai aucune idée combien qu'il demandait. Mais je me souviens que je ne l'avais pas. Puis finalement, je suis allée voir la police touristique parce que ça me semblait être la chose logique à faire. En rétrospective, c'était probablement pas la chose logique. Je leur raconte mon histoire. Puis là, ils disent, OK, on va t'accompagner. Fait que moi, je me suis rendue à ce marché de voleurs-là avec les policiers. On a accédé à ce genre de petits boutique dans le marché aux puces. Et dans le fond, là, moi, j'ai comme dit aux policiers, voici... Tu es nerveuse qu'ils vendent et que ta caméra soit plus là? En fait, tout ça s'est passé très, très rapidement. La nervosité, je pense pas que c'est en lien avec... C'est un marché dangereux. J'étais un touriste accompagné d'une police undercover. C'était vraiment anxiogène comme situation. Là. C'était très inconfortable. Puis à la limite, mettons 20 ans plus tard, quand je regarde ça en rétrospective, peut-être que c'est pas la meilleure décision non plus. Dans tous les cas, les policiers ont interpellé les gens, ont réussi à récupérer le matériel. Maintenant, c'est compliqué parce que les gens ont payé pour. Fait que là, dans le fond, eux, ça leur fait faire comme un déficit. Ils ont payé pour quelque chose, puis là, dans le fond, on le récupère. Ils ont acheté du stock volé. Tout à fait. Puis là, il y avait toute une gamique policier, crime organisé, puis en tout cas, tout ça pour dire que je récupère mes trucs. Puis là, je reviens avec ces policiers-là qui m'amènent dans une salle sombre, dans un poste, pas poste, pour me dire, là, t'es-tu contente? Là, je suis comme, ben oui, je suis vraiment contente, merci beaucoup. Moi, dans le sens, là,
Merci beaucoup. Juste ça, c'était rendu. Oui. Et là, dans le fond, je me souviens que la partie la plus difficile a commencé à ce moment-là parce que ces gens-là s'attendaient à être payés. Donc, ces gens-là étant les policiers? Les policiers s'attendaient à être payés. Puis moi, j'avais pas d'argent. Fait que je me rappelle plus comment on a réussi à trouver une solution. Je sais que ma mère est intervenue pour me trouver une manière à l'époque. Ta mère était avec toi? Non, elle est intervenue du Canada. Puis j'ai finalement payé quelque chose comme 100$ pour récupérer mes trucs. Mais les policiers étaient vraiment pas contents parce qu'eux voulaient vraiment plus que 100$. Donc, je me souviens que tout le temps que je suis restée à Juárez, j'étais très nerveuse. Pas nerveuse des gens qui m'ont volé, mais nerveuse des policiers, cette police touristique qui gambade dans la rue en disant aider les voyageurs. Qui est là pour les arnaquer. Comment tu avais pour le payer si tu avais volé ton argent puis tout? Ma mère a viré de l'argent. Je me souviens pas, là, mais je pense qu'on pouvait recevoir dans des boutiques, on pouvait recevoir de l'argent. Là, ouais. Puis, Fait que ça, c'est une de mes nombreuses histoires de voyage. Au final, ça a bien fini, mais c'est le genre d'histoire qui peut finir. Fait que t'es plus une voyageuse slow life, là, relax, plus go with the flow. Go with the flow. Tu peux improviser, tu peux bifurquer, tu peux changer d'idée. En fait, non seulement j'improvise. Parce que comme je te connais, là, puis comme tu gères une grosse boîte, puis que t'es une cartésienne qui est très, très organisée, et de la misère à devoir s'enfiler, là, tu sais, lâcher prise, puis on s'en va comme ça. En voyage, tu es une autre personne? Vraiment, vraiment comme ça. Je suis totalement comme ça. Je suis go with the flow. Moi, je pense qu'il faut faire attention à trop faire un itinéraire avant de partir parce que ça peut faire en sorte qu'on manque des opportunités. Moi, les meilleures découvertes, les meilleures opportunités, je les ai eues de quelqu'un me dit que je suis allée à tel endroit, j'ai trouvé ça génial. Comme on voit dans les auberges de jeunesse, comme on croise dans la rue. Exactement. Fait que c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Je sais que t'es une fille parfaite, là. Oui. À l'école, dans les sports, travail, famille, des projets, t'es un leader, t'es érudit, t'es philanthrope, t'es une mère, mais parle-moi de la Mélanie mère, avec ses filles. Tes filles, t'as 2 filles, 15 et 17 ans, c'est ça? Oui. Comment tu les as initiées au voyage? Parce que là, tu as dit que tu faisais des voyages seul, puis des fois, tu faisais des voyages avec tes filles. Est-ce que c'est toujours les 2 filles ou une à la fois, ou comment tu... C'est en fonction de l'opportunité. Donc, j'ai fait beaucoup de voyages seul avec mes 2 filles, mais j'ai un voyage de planifier avec ma plus jeune, je suis en train d'en planifier un avec ma plus grande. Fait que dans le fond, j'y vais en fonction de l'opportunité puis des vacances qu'ils ont. Parce que, puis c'est aussi la raison pour laquelle je voyage seule. Je voyage beaucoup, mais beaucoup plus souvent qu'elles sont en vacances. Donc, mes enfants ont commencé à voyager à leur naissance. En vacances naissance. parce que c'est l'été, eux autres, ils sont à l'école? Oui, moi, l'été, c'est peut-être pas la période la plus c'est stratégique. Là que la construction marche le plus, là, ouais. Donc, historiquement, j'ai tendance à faire un voyage seul au minimum en janvier, puis faire quelques voyages par an avec les 2, une, tu sais, parce que j'ai une enfant qui préfère les voyages culturels, j'en ai une qui préfère les voyages un petit peu plus Caraïbes. Fait que, tu sais, je m'adapte vraiment en fonction des opportunités. Puis comment vous choisissez vos destinations? En fait, je dirais que mes filles ont commencé à voyager dès leur naissance, donc j'ai eu le monopole des décisions qui entourent le voyage jusqu'à il y a à peu près 2 ans. Ça, c'est la dictatrice en toi? La dictatrice de voyage. Et j'ai aussi appris avec le temps qu'est-ce que mes enfants préféraient puis aimaient moins. Puis aujourd'hui, moi, j'ai toujours plein d'idées de voyage, mais ils ont le droit au chapitre. Comme là, en ce moment, ma plus jeune voulait aller en Afrique, on s'en va en Afrique. Ma plus grande, moi, je voulais aller en Asie parce que ces temps-ci, c'est vraiment mon go-to. J'ai envie de voir toute l'Asie. Ma plus grande trouvait que c'était un petit peu loin, fait qu'on a comme convenu d'aller au Brésil comme prochain voyage. Fait que c'est des voyageuses, ils ont le goût de voyager, ils ont plus... L'une qui va aller en Asie, l'autre va aller en Afrique, puis finalement, elle va aller au Brésil. Non, mais en fait, je vais aller en Afrique avec ma plus jeune, puis je vais aller au Brésil avec ma plus grande. Puis on va se retrouver dans d'autres voyages. Mais quand vous êtes les 3, vous votez? Ton vote est plus prépondérant, je présume? Non. Moi, ce que j'aime pas faire, c'est retourner à des endroits où je suis déjà allée. Fait que, tu sais, en ce moment, vu qu'il y a beaucoup de place à découvrir. Exactement. Fait que là, mes enfants veulent aller en Argentine. Ben moi, j'ai vraiment passé beaucoup de temps en Argentine. J'ai adoré l'Argentine, mais ça sera vos premiers voyages quand vous paierez pour, mettons. Ouais. Ou je paierai pour, mais je serai pas là. OK. Fait que, mais là, si t'en as une qui est plus Caraïbes, plage, puis l'autre est plus musée, puis plus les 2 sont dans le même voyage. Ouais. Plus culture, OK. Mais quand les 2 sont là,
comment vous faites vos compromis? On fait des compromis, on fait des plans, on fait des recherches, puis on regarde les opportunités pour le lendemain, on choisit. Mes filles font de la plongée, on fait un petit peu de plongée, on va aller se promener en bateau, on va aller dans les villes. Fait que, tu sais, il y en a pour tous les goûts. Pour tout le monde. Tout le monde, oui. Je sais que tu aimes l'architecture, tu es dans l'immobilier, on adore toujours ça. Quand tu voyages, est-ce que l'intérêt pour ta passion, l'immobilier ou l'architecture, ont une influence sur les destinations que tu choisis, ou une fois que tu es sur place, tu regardes ou tu observes plus ou tu t'informes je ne dis pas, mettons, Gaudi en Espagne, là, mais si tu vas, je ne sais pas, en Asie ou en Amérique du Sud. Mais Gaudi en Espagne, c'est génial, là. Mais dans le fond, je suis hyper sensible à l'architecture, mais il y a des endroits où je suis allée qui étaient pas très intéressants d'un point de vue architecture. Puis, quand c'est le cas, ben je m'attarde davantage à comment les gens consomment leur ville, qui est tout aussi intéressant pour moi que de l'architecture. Donc, c'est pas que l'architecture. Non, fait que c'est vraiment l'ensemble de... Les marchés, les places publiques, ça fait comme ça? Oui, marchés, places publiques. Puis, tu sais, même, comme, tu sais, à Paris, si on remarque la façon dont les chaises sont installées sur les terrasses, mais les chaises sont placées de telle sorte à ce qu'on regarde le domaine public, on regarde les gens qui marchent, on s'attarde à ce que les gens font. Donc, c'est vraiment mon genre de truc, de contempler, de regarder. Mais oui, l'architecture, je veux dire, je peux vraiment passer énormément de temps dans une ville juste à contempler l'architecture. Mais c'est pas toutes les villes qui sont intéressantes, particulièrement en Amérique du Sud, Amérique centrale. Il y a des joyaux, mais c'est pas tous des joyaux. C'est espagnol que tu as dit. Tout à fait. Est-ce que tu essaies d'importer des choses que tu vois dans tes projets immobiliers? Oui. Tu sais, si je pense à Canoë, là, je pense que Denis et moi, on s'est fortement inspirés de quartiers davantage européens. Tu sais, au niveau dans le fond, c'est un projet costaud. On parle d'1 million de pieds carrés. J'ai, une épicerie de grande surface. J'ai à peu près 950 logements, mais j'ai surtout plein de petites placettes publiques. J'ai une diagonale piétonne qui est privée, mais d'aspect public, qui traverse le projet d'Hochelaga à Bennett. Sur ces petites placettes-là, j'ai des petites terrasses, des petits commerces de proximité, des tout petits commerces. Donc, ça, c'est peu présent encore dans le paysage québécois. Et ça vient définitivement d'une inspiration de ces voyages-là. Puis, tu sais, Denis, qui est le président fondateur de l'entreprise, se plaît à parler. On a une salle polyvalente qui va être construite en phase 6. C'est une salle qu'on construit pour le quartier, pour qu'on puisse faire des cours de plein de trucs, mais aussi, on voudrait que ce soit une petite salle de spectacle. Comme on retrouve à Paris des petites salles de spectacle, qu'on descend quelques marches, qu'on s'assoit, qu'il n'y a à peu près pas d'aménagement, une petite banquette. Donc tout ça, ça ne vient pas de Toronto, là. Tu sais, ça vient d'inspiration qui vient d'ailleurs. Tu as aussi été au Moyen-Orient, Qatar, Abu Dhabi, attends une minute. Doha. Oui, Abu Dhabi, Dubaï et Qatar. Oui. Tes impressions? Pourquoi tu as choisi ça? Ben en fait, moi, je fonctionne vraiment en fonction de l'opportunité. Donc, opportunité, je m'en allais à quelque part dans le monde, puis je changeais d'avion dans ce coin-là. Donc, je suis partie de ça. J'en ai fait un séjour de 3-4 jours. Et, en fait, j'ai trouvé ça formidable. D'une part, c'était mon premier contact avec un pays arabe. Puis, tu sais, il y a beaucoup... Bon, les dernières années, on fait en sorte que certaines, peut-être, inquiétudes en lien avec des manifestations culturelles liées à la religion musulmane. Et sans le savoir ou sans s'en rendre compte, il y a des choses qu'on voit à la télé, qu'on entend, qui viennent nous inquiéter. Tu sais, disons, quand on est... Ici, tu veux dire qu'altère ton jugement ici de ta perception? Qui altère pas, ici, qui altère rien du tout, mais qui ont fait en sorte que lorsque je suis arrivée, la première fois que je suis arrivée, moi, c'est à Doha, et j'ai eu des inquiétudes. Je me sentais moins en sécurité, ce qui est tout à fait farfelu, que je peux me sentir en sécurité dans d'autres pays que j'avais voyagé. Puis ça, c'est justement le fait que culturellement, c'était très, très loin de ce que moi, j'étais habituée de voir.
que ce soit au niveau de l'habillement. Pas de menace des catéries, là. C'était juste... Pas du tout. C'est dans le fond, c'est du make-believe, là. Je veux dire, c'est à force d'entendre, de voir, de ci et de ne pas connaître, mon premier réflexe a été, oh mon Dieu, j'ai eu comme un sentiment de peur. Puis, tu sais, avec le temps, j'ai trouvé ça formidable. Puis là, j'ai fouillé. Ça fait quand même 3 fois que j'y vais. Puis, je trouve vraiment que c'est très, très, très dépaysant. Puis, tu sais, juste être obligé de lire sur un pays avant d'y aller pour se dire, qu'est-ce que j'ai le droit de faire comme femme? Qu'est-ce qui est correct que je porte comme femme? Tu sais, est-ce que je peux tenir la main de mon amoureux? Est-ce que je peux pas? Je trouve ça formidable d'avoir à se poser ces questions-là. Est-ce que considère que finalement c'est l'ignorance qui généralement est source de stigmates ou de... L'ignorance, puis la façon dont les médias vont rapporter certains incidents. Que les femmes ne peuvent pas conduire, donc faut que tu te prépares, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Mais non, je suis très contente, puis j'ai vraiment envie de le refaire. J'ai envie d'aller dans le nord de l'Afrique. Il y a plein d'endroits que je veux visiter pour justement mieux comprendre la culture arabe, comment ça se déploie. Tu me racontais, puis ça, j'avais de la misère à croire ça, là, mais bon, comme je te connais un peu, je sais que tu aimes cadrer, organiser, tu es structuré. Tu me disais que finalement, non. Quand tu es en voyage, tu es une autre personne. Ben, pas tu es une autre personne, mais tu commences, ton cheminement commence avec le billet d'avion. Tu bookes ton billet d'avion, tu regardes les layovers sur une connexion, combien de temps ça prend, etc. Puis une fois que tu as fait ton point d'entrée, ton point de sortie, après, tu commences à broder autour de ça. Ouais. C'est ça? Puis que finalement, tu choisis la destination en fonction du billet d'avion, puis après ça, sans dire que tu improvises. En fait, tu me disais, raconte-moi comment tu fais ça, parce que tu me dis, là, tu t'en vas comme en Afrique, puis tu veux... C'est presque, peut-être du caricature, mais ce que j'ai compris, c'est que je m'en vais à Arusha, en Tanzanie. Bon, mais j'embarque dans l'avion, puis là, rendu dans l'avion, je vais commencer à penser que je vais faire là-bas. Mais mettons, rendu à l'aéroport, là. Tu es rendu à l'aéroport. Fait que dans le fond, historiquement, ce que je fais... à la sécurité, tu dis, OK, là, j'ai un billet d'avion pour Arusha. Qu'est-ce que je m'en vais faire là? Si je fais le cratère d'une Ngorongoro, je monte dessus le Kilimanjaro, je vais à Zanzibar, je fais dessus la plage. J'ai des idées de, tu sais, veux pas, en parlant avec le monde. Si tu veux faire un trek, il faut que tu ailles un guide, un Maasai, un guide. Très dernière minute. Faut que tu leur... Faut pas arriver sur le fly. Tu vas peut-être en trouver, mais vraiment, tu arrives là, oui. Sur un carré de sable, un sandbox, une feuille blanche. Oui, et malheureusement, parce que parfois, ça a fait en sorte qu'il y a certaines choses que j'ai pas été capable de faire. Si je pense dans l'Ouest canadien, j'ai pas été capable de visiter tel et tel parc national parce qu'il fallait avoir un billet pré-booké. Donc, moi, tout ce qu'il faut qu'il soit pré-booké, normalement, j'ai pas beaucoup de succès. Mais ça fait partie du fait que je réussis à trouver d'autres opportunités. Puis la vérité, c'est que maintenant, en voyage, j'ai pris l'habitude, le soir même, là, la veille d'une journée, là, mettons que j'ai rencontré quelqu'un qui me disait il faut absolument que tu ailles voir ça. Tu regardes un peu en ligne, puis normalement, tu es capable de booker dernière minute jusqu'à 6-7 heures le soir, la veille de l'événement. Fait que c'est comme ça que j'ai aimé fonctionner. Si tu voyages hors saison, voyages-tu hors saison? À cause des enfants, je présume que tu voyages plus dans les booms de surtourisme, non? Je fais un peu des deux. Ça va dépendre en fonction de... Tu sais, moi, mes filles ont toujours une relâche en novembre. Il n'y a jamais personne qui voyage en novembre. Fait que... Puis, tu sais, je voyage pas aux vacances de la construction parce que je préfère rester au Québec. Fait que non, ça va. Mais il y a des endroits que j'ai décidé de pas aller aussi parce que j'avais un enjeu de tu sais, mettons, par exemple, la Grèce. J'ai vraiment envie d'y aller. Mais je vois pas quand je vais y aller puisque je peux qu'y aller durant des saisons touristiques et qu'il faut tout que je pré-book à l'avance puis que ça me correspond pas non plus. Ah, OK. Fait que ça, t'es pas prête à aller là. Bien, je veux vraiment y aller un jour. Peut-être qu'il va falloir que je prenne ma retraite. Mais parce que le prérequis, c'est que tu dois planifier et préorganiser. Ouais. Sinon, il n'y aura pas de place. Voilà. Ça éradique le projet. Ça coupe court au projet. Puis les endroits que j'ai visités, pour la grande majorité, sont quand même relativement off the beaten track. Hein? Donc, ça fait en sorte que oui, il y a du tourisme là même. Tu sais, je veux dire, j'essaie d'éviter les destinations qui sont hyper touristiques où ça devient un enjeu que de ne pas avoir réservé. D'où ton récent voyage au Salvador, par exemple. Salvador, Colombie. Parce que c'est pas la saveur du mois en général, tu sais. À un moment donné, le Honduras, le Salvador, puis le Venezuela, c'était les taux de meurtre per capita. Moi, je suis allé pareil en plein danger, là, mais parce que là, ça a baissé un peu. Peut-être moins au Honduras qu'au Salvador, mais
sais, quelqu'un disait, mais là, tu regardes sur le ministère des Affaires étrangères, là, tu sais, Ouais. c'est comme mais tous les bing. pays où je suis allée sont tous en rouge sur le site du ministère. Mais il faut en prendre et en laisser. C'est ça qui t'allume, aller dans les places qui flashent en rouge? Non, en fait, moi, Parce que dans le fond, entre toi et moi, mettons, au Salvador, si t'es dans la capitale, puis qu'il y a deux gangs, il y a beaucoup de meurtres parce que c'est des gangs qui se battent, mais ils se battent pas au coin de Pays de Sainte-Catherine, tu sais, où ce que t'es, où ce que tu te promènes. Des fois, c'est des gangs de rue dans un quartier. Fait que, oui, statistiquement, ça fait des meurtres per capita importants. Par 100 000 habitants, il y avait comme 80 quelques meurtres par 100 000 habitants. Moi, j'ai trippé, mais j'ai zéro senti danger, là, tu sais. Ben, en fait, il y a eu quand même un changement de cap au niveau du Salvador avec le nouveau gouvernement. Quand il y a des changements politiques, oui. Moi, je suis allée, on était sous le nouveau gouvernement qui a mis en place plusieurs éléments qui font en sorte que le Salvador, aujourd'hui, est devenu le pays le plus sécuritaire d'Amérique centrale, a dépassé le Costa Rica, et notamment en lien avec la répression qui a été faite par le gouvernement actuel. Ah, OK, je ne savais pas ça. Oui, moi, je suis allée post ce changement-là, donc c'était très, très, très sécuritaire. À aucun moment, je me suis sentie pas en sécurité au Salvador. Tu savais qu'il y avait eu un redressement de la situation? Ou? En fait, j'étais tout à fait au courant des changements. Ça fait partie des raisons pour lesquelles mes filles et moi, on a choisi d'aller au Salvador pour essayer de comprendre, parce qu'il y a quand même quelque chose de grave qui s'opère actuellement au Salvador, qui est questionnable d'un point de vue occidental, là, qui est questionnable, puis qu'on avait envie... Mais pourquoi c'est questionnable? C'est questionnable. Qu'est-ce qui est questionnable? Ben, en fait, en ce moment, il y a plein de gens qui sont en prison depuis plusieurs années sans avoir eu accès à un procès juste. Donc, c'est questionnable. Au niveau, OK. C'est vraiment, c'est questionnable. Au niveau répression... c'est très, très, très questionnable. C'est un gouvernement qui est très controversé de l'extérieur, mais pour lequel, à l'intérieur du pays, il y a un taux d'approbation absolument gigantesque parce que le Salvador est sécuritaire et se dirige vers une certaine prospérité à l'issue des changements qui ont été faits par ce gouvernement-là. Mais au passage, il y a des gens qui sont en prison en ce moment qui ont strictement rien à se reprocher. Fait que, tu sais, je trouvais que pour mes filles qui sont en âge de se poser ces questions-là sur les droits et libertés, puis que, tu sais, comme la sécurité et tout, je trouvais qu'il y avait quelque chose de vraiment formateur. Puis on est allé, mes filles parlent espagnol aussi, on est allé à la rencontre de la population, on a posé ces questions-là à des jeunes, à des femmes, à des personnes âgées, puis les gens supportent, mais de façon incommensurable, les changements qui sont opérés par le gouvernement. Mais là, je n'ai pas parlé au père que sa fille est en prison actuellement. Là. Mais le soutien par la population est tellement élevé, même inquiétant. La loi des grands nombres fait en sorte que la population adhère à ça, à ce changement-là. Puis, dans le fond, c'est un vent d'espoir. C'est un vent d'espoir. Ce pays-là n'a pas eu d'espoir pendant, ma foi... Mais il y en a beaucoup de pays comme ça. Moi, je suis allé... J'adore faire ce genre d'incursion-là quand la marmite bouillonne un peu. Là. Je suis allé à Tbilissi, en Géorgie, pour des élections. J'ai même été interviewé à la télévision nationale par hasard. Là. Puis le soir, je me suis vu à l'écran, traduit en... En fait, mon discours est en anglais, mais c'était traduit en langue géorgienne. On est allé avec des amis aussi en Argentine la semaine d'élection de Milei il y a 2 ans, au mois de novembre il y a 2 ans. Puis j'ai interviewé du monde. Puis je disais Milei ou l'autre. Hein, puis là, et à la fin de la journée, avec mes amis, on a interviewé je ne sais pas combien de monde, des passants, des jeunes, des vieux, tous ceux qui passaient sur le trottoir, tous ceux qu'on croisait dans la journée, je leur posais la question. Puis ils étaient crampés, eux autres, des fois, il y en avait une couple qui disait je le dis pas, là, tu sais, comme mon vote, c'est comme si moi, je faisais partie de la... Ils voyaient bien qu'on était des touristes, là, mais finalement, 90 se sont prêtés au jeu, puis ils disaient... Et c'était très polarisé. C'était, voyons, c'est sûr que c'est Milei, ou c'est sûr que c'est l'autre. Fait que, à la fin de la journée, on a computé, parce qu'on les notait, on était 50-50. Ah oui, hein? Puis Milei a eu la majorité, évidemment. Puis lui, il a que sa tronçonneuse, puis Elon Musk, il l'a repris, tu sais, puis après ça, c'est que les gens disent, OK, il va couper 10 ministères, il va mettre la hache partout. Déjà que l'inflation est à 200 Là, il a baissé ça à 32, là, genre, puis le monde, il capote. Mais il a augmenté le seuil, là, il y a 52-54 de la population qui est sur le seuil de la pauvreté. Tu te dis, OK, est-ce que ça va marcher? Puis 2 ans plus tard, il y a encore un très haut taux d'approbation. Ça fait que c'est... Puis il fait mal aussi, là, tu sais. Alors, c'est un peu comme tu dis au Salvador, quand tu as quelqu'un en arrière qui
qui fait des affaires qui sont répréhensibles, mais qu'overall, il a mis à hache dans la corruption, il a mis à hache dans telle affaire, il a enlevé des drug dealers dans la rue, il a sécurisé le public, il va amener une prospérité ou du tourisme ou les deux. Effectivement, c'est le fun d'être là quand ça se passe. Tes filles, donc, malgré leur jeune âge, ils ont quand même un intérêt politique à suivre ça. Oui, vraiment. Ah, ouais? Puis mes filles sont parties chacune pour se rendre à ce voyage-là, donc au préalable, avec leur idée préconçue par rapport à ce qui était bien puis ce qui n'était pas bien, puis sont venues ici complètement déboussolées. Là. Moi, Sarto, tu me demanderais si ce que je pense aujourd'hui, c'est que le gouvernement fait est bien ou mal, je ne serais pas capable de répondre. Je ne suis pas capable. Il y a tellement de positifs. Parce qu'il y a tellement de bien et tellement de mal. Tout à fait. Je ne suis pas capable de répondre. Donc, moi, je ne pense pas que j'étais polarisée avant de faire ça. Je pense que chacune de mes filles était polarisée, chacune de leur côté, mais sont venues aussi mal prises que moi. Ça fait tellement de... On a des gens qui pleuraient en nous racontant l'histoire, à quel point c'était formidable, là. Puis je me suis rarement sentie aussi en sécurité qu'au Salvador dans tous les voyages qu'on a fait. Maintenant, cette sécurité-là, elle est en lien avec de la répression policière et de la répression politique. Fait que, tu sais, c'est gris. Fait que je te demanderai pas qu'est-ce que tu penses de Donald Trump, là. Non, on n'ira pas là. Ni du conflit israélo-palestinien. Mais tu vois, moi, j'avais une idée préconçue, ce genre de réflexe-là qu'on a, occidentaux, par les médias principalement, par rapport au Dalai Lama au Tibet. J'y voyais, un chef spirituel que les Tibétains adoraient. T'arrivais là, puis ils le détestent sans confesser. Là. Ah oui, hein? Alors je dis, mais voyons, c'est votre... Il dit, non, c'est pas un chef spirituel. Il est parti en 1959, il n'est jamais revenu. S'il était un chef spirituel, il serait ici. Il ne ferait pas de la politique, il ne se promènerait pas en business class, puis il n'irait pas à la Maison-Blanche manger pendant qu'on crève de faim. Ils se sont, avec le temps, ils ont arrêté de vouloir séparer le Tibet du reste de la Chine, et puis ils sont intégrés, ils sont prospères. Il y a des trains de bombardiers qui partent de Beijing jusqu'à Lhasa. Écoute, c'est un choc pour moi, là. C'est comme tes filles, quand ils reviennent du Salvador, ils disent, OK, je pensais que c'était ça, mais finalement... c'est plus gris, c'est plus nuancé. Oui, c'est ça. Il y a des nuances, more than 50 shades of grey. Ouais. C'est comme, alors, ça va faire des meilleures personnes, je pense, qui vont avoir un jugement critique en vieillissant, puis ils vont avoir une tolérance, ils vont avoir voyagé. C'est une grande richesse. Est-ce qu'elles le réalisent, tes filles? Je suis certaine qu'elle le réalise, tu sais, mais je pense que ce que ça a apporté majoritairement, c'est de la flexibilité. Donc, j'ai 2 enfants qui sont hyper flexibles. Dans leur voyage. Dans leur en fait, ouverture d'esprit. Ça a commencé dans les voyages, mais ça percole dans... Tu sais, comme mes enfants, tu sais, on voyage pas en tout confort, là. C'est ça, la vérité. Puis, des fois, on voyage en grand confort, mais souvent, on voyage en très peu de confort. Mes filles, c'est pas des chialeuses. Je suis fatiguée, j'ai chaud. Non, c'est comme on s'accommode de ce qui nous est offert au moment où ça nous est offert. On profite. Donc, on profite, on est flexible. Ils vivent avec ma désorganisation en voyage. C'est pas leur premier choix. Donc, mes filles trouveraient qu'on gagnerait à être mieux organisées. Puis, clairement que ça va faire... il manquerait peut-être de la partie improvisation que tu les obliges à... Non, mais en fait, ils ne me forceront pas à faire de changements. Mais eux, quand ils vont voyager, je pense qu'ils vont vouloir être plus organisés, donc plus prévoir. Puis, mais tu ne penses pas qu'il va y avoir l'effet pervers qu'à la fin, il va dire, j'ai peut-être passé à côté des choses parce que j'étais trop structuré, il fallait que j'aille là, j'avais prévu telle affaire, puis si je ne l'ai pas fait dans ma liste, je vais me sentir coupable, alors qu'avec toi, ça peut être par là, ça peut être par là. Puis la tolérance qu'elles ont d'être ouvertes d'esprit, puis d'aller go with the flow, c'est quand même un atout. Oui. Je pense jamais qu'elles seront du genre que tu viens de décrire, mais je pense que peut-être qu'ils vont trouver un équilibre entre les deux. Je sais parce que c'est des reproches que s'ils sont toutes seules ou avec leur amoureux ou avec leur mère. Je pense qu'ils vont trouver un meilleur équilibre, un petit peu d'organisation. Tu sais, je répète, il y a des endroits où on n'a pas pu aller justement parce qu'on ne l'avait pas planifié puis que c'était pas possible à la dernière minute. Maintenant, j'ai vu d'autres choses. Vous retournerez. Ah oui, absolument. Absolument. Qu'est-ce que tu as manqué que vraiment, là, tu dis, ça, j'aurais dû le prévoir. Y a-tu quelque chose que tu dis, j'ai manqué ce fameux événement-là, je sais pas, moi. Mettons, un opéra à Vienne, si tu ne bookes pas ton billet peut-être d'avance, puis tu dis, je vais pogner ça sur le fly dans le 3e balcon, des billets vendus 1 heure avant le show.
Parce que la musique... Les plus gros problèmes que j'ai eus, là, moi, en termes de manquer quelque chose, c'est l'Ouest canadien. Parce que j'ai traversé le Canada d'ouest en est, puis je suis allée plusieurs fois dans l'Ouest en VR. Et il faut réserver les campings d'avance, les stationnements d'avance, les parcs nationaux d'avance. Ça, c'est trop organisé pour toi. Oui. La région de Tobermory, dans l'Ontario, j'ai pas été capable de faire les parcs nationaux qu'on voulait vraiment parce que je n'avais pas regardé avant qu'il fallait réserver, puis on n'a jamais été capable d'accéder d'aucune façon. Tes filles disent « shame on you, mom », non? Eux, ils sont vraiment go with the flow. Fait que ça va être autre chose aujourd'hui, puis c'est pas grave. Mais tu sais, moi, quand même, il y a des gens qui nous parlent de trucs qu'on a envie de visiter. Fait que je l'ai plus vécu au Canada, en fait, qu'ailleurs dans le monde. Ah, OK. Ailleurs dans le monde, il y a comme une économie autour du tourisme qui fait en sorte qu'ils vont se trouver une solution pour que tu réussisses à accéder à l'endroit où tu veux aller pour pouvoir être capable de vivre du tourisme. On a moins cet appel du tourisme au Canada qu'ailleurs dans le monde. Dans le fond, tu as comme 90% des chances d'arriver à tes fins pareilles ailleurs. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui va accepter de t'accompagner à quelque part moyennant une rémunération. Moyennant une légère obole. Dis-moi, dans tes... bon, je sais que tu as une grosse fréquence de voyage, 6, 7, 8 par année. Là. Tes prochaines destinations, solo, mettons, si tu avais à choisir 1, 2 ou 3 places solo dans l'ordre, tu déclinerais ça comment, là, ton désir de ton prochain voyage solo puis ton prochain voyage avec tes filles? J'ai comme plein de choses qui me viennent en tête. Mettons, je fais un ordre. J'ai envie de Vietnam, j'ai envie d'Indonésie, j'ai envie de Japon, j'ai envie... j'ai envie de l'Islande, que je comprends pas, que je suis pas encore allée. Là. Islande en van. Oui, je suis certaine que je vais aimer ça. Puis ça a déjà été sur ma to-do à un moment où les vols d'avion étaient 300 $. Oui, dans le temps de Wow Air. Tu n'avais pas de sandwich complet. De toute façon, ça prenait quelques heures. Moi, quand je suis allé en Islande, il n'y avait pas rien, il n'y avait pas de vol direct. Écoute, ça me prenait quasiment 24 heures. La première fois que je suis allé là, je suis parti de Montréal à Cleveland. C'est comme contre-intuitif. New York, Reykjavik, tu sais. Après ça, les fêtes avec mon propre avion, là, c'est que tu arrives quand tu veux, puis tu pars quand tu veux, là, mais c'est facile à faire, ça. Puis ça, c'est un pays où tu as beaucoup de nature extraordinaire, tu sais. Puis écoute, il y a 300 000 personnes, 400 000 personnes en Islande. Là. Je suis né sur un territoire. Il y a un genre de boulevard Gouin qui fait le tour, là, rue Notre-Dame. Là, tu fais le tour, puis ça se fait bien en une semaine, 10 jours, en voiture, avec des enfants. C'est cher, mais c'est une affaire qui est très facile à assouvir comme désir. Alors que quand tu vas en Asie, ben, tu as des connexions, c'est un peu plus compliqué. Là. L'Asie... Fait que un petit peu de ça, je veux faire quand on va changer de gouvernement américain dans quelques années. Oui. J'aimerais faire la route de la musique. Quoi? La route de la musique. Les parcs nationaux, je l'ai déjà fait. La route de la musique? Oui, la route de la musique. Donc, en fait, c'est une route qu'on prend là qui dure quand même plusieurs jours avec toutes des villes significatives. Genre Nashville, Memphis, etc. Puis moi, je tripe sur la musique country depuis des années, sur la danse country, sur la culture country. Danse contemporaine? Ah non, pas du tout. Je suis très country. Achy Breaky Dance? Ah oui, ben oui, non, mais mettons, on est ailleurs. Mais oui, fait que ça, c'est mon prochain projet. Puis ma grande, qui est aussi une fan de musique country, peut-être qu'on essaierait de se faire ça en road trip. Mais là, on s'est aussi dit qu'on devait attendre le changement du gouvernement. Fait que vivement que ce moment arrive pour qu'on puisse y aller. On va perdre peut-être un peu de poil de la bête aux élections mi-mandat, mais on ne sait pas comment ça va tourner, en tout cas pour l'instant. C'est quoi la différence entre le country et le western? Je ne pourrais pas dire. J'ai envie de penser que c'est à peu près la même chose. Mais tu sais, le country aujourd'hui, c'est de plus en plus... Chapeau de cowboy, bottes de cowboy. Tout ça, là. Oui. As-tu des photos? Pas que je vais vouloir partager, là. Ben non, mais si t'aimes ça, tu tripes, il faut que tu fasses partager ta passion. J'adore ça. Plusieurs jours par semaine. C'est vraiment mon go-to, mon activité. Parce que j'aimerais ça mettre sur le podcast en mortaise ici, là, en surimpression, Oli. On peut mettre ça quelque part. Puis on va mettre... hein? Why not? Quand je ferai la roue de la musique. Mais non. Là, on fait le podcast. Okay. Faut que tu m'envoies 5-10 photos là, de tous tes voyages au Pérou avec tes filles. Si tu veux qu'on blur leur visage parce qu'ils sont mineurs, tu me le dis. Non, je pense pas que ça va être nécessaire. Tu leur demandes leur consentement, mais ça serait intéressant. Puis, je vais peut-être te réinviter quand tu auras fait ça. Oui.
Parce que j'aime ça. Tu sais, j'ai des gens qui vont venir. J'ai un invité qui a parlé que de voyage en moto, transporter une moto dans l'Ouest canadien, puis revenir, puis etc. Il y a des gens qui parlent de plongée sous-marine, tu sais, de voyages différents. Il y a eu Bernard Voyer, l'explorateur qui a fait les sommets. Lui, c'était plus glacial, là, tu sais, c'était les régions polaires. C'était très chaleureux individu, mais dans un monde de glace. Donc, j'avais pas prévu, mais je te promets que je vais rajouter sur ma liste pour un prochain podcast Mélanie et les... Culture c'est juste la country. plus vieille? C'est juste la plus vieille qui aime ça? Les trois, on danse. Maintenant, ma plus jeune est vraiment contre toute proximité avec les États-Unis en ce moment. Oh, ouais, non, et la c'est culture ça, country est davantage issue de la oui, mais il y a ça au Stampede de Calgary, là. Tout à fait, mais les festivals western aux États-Unis, on est ailleurs. Là. Ah ouais? On est ailleurs. Puis toi qui tripes là-dessus, tu n'as jamais été avant que Trump soit là? Ah non, jamais. Ça n'a jamais donné? Jamais donné. Là, c'est parce qu'il est là puis qu'il s'est barré que ça te tente plus, c'est ça? Non, en fait, c'est que, tu sais, plus on vieillit, plus on abat des trucs sur notre bucket list de voyage. Puis là, comme il y a la majorité des éléments clés que je voulais faire commence. Donc, avec 43 pays, c'est sûr, là. Oui, mais j'ai encore plein. Tu sais, moi, je vais voyager toute ma vie, là. Je veux dire, toutes les opportunités sont bonnes pour découvrir des nouvelles choses. Puis tu es capable de travailler parce que tu as quand même... toujours. Plus difficile en Asie. Tu as des gros budgets à gérer, là. Qui gère le budget à la maison? Le budget au bureau? Non, à la maison. À la maison, c'est moi. Les voyages, tout ça, c'est tout toi. C'est moi, oui. Oui. Fait que c'est pas les filles qui disent on veut un hôtel un peu plus luxueux, maman. On fait des choix. Fait que, dans le fond, les filles participent au choix. Les hôtels, souvent, c'est moins... il y a moins d'hôtels dans les régions qu'on visite dernièrement, du moins. Là. Fait qu'on fait des choix. Auberge de jeunesse, mes filles ont fait leurs premières auberges de jeunesse avec leur mère. Mes filles font de la bouffe avec d'autres jeunes, beaucoup plus vieux, dans des cuisines communautaires. Puis on choisit les hébergements ensemble. On est comme rendu là. Tu sais, l'accès à l'eau chaude peut être un enjeu dans certaines destinations où on va. Puis des fois, on va choisir avec de l'eau chaude parce qu'on veut pas telle affaire ou pas d'eau chaude. OK, c'est correct, on n'aura pas d'eau chaude, mais au moins, on aura ça. Fait qu'on fait des choix. Ah, OK. On est rendu ça va jusque ça. Jusque-là. L'eau chaude, c'est souvent quelque chose qu'on va accepter de sacrifier pour avoir autre chose. Mais genre, des auberges de jeunesse, des fois, tu as toilette à l'étage, des fois, tu as toilette dans la chambre. Oui. Des fois, moi, je me rappelle d'avoir loué tous les lits de la chambre pour avoir la paix. Là, oui. Ça fait que on a déjà il y a fait des ça compromis, aussi. etc. Puis j'ai une couple de fois en Amérique du Sud, souvent, quand tu dis l'eau chaude dans la douche, là, c'est comme une grosse canne de bin avec un élément électrique chauffant. Puis si tu augmentes le débit, ben l'eau, elle passe plus vite dans la canne, fait que l'eau est moins chaude. Puis si tu ralentis le débit, tu as comme un petit jet qui tombe, mais elle est plus chaude. Fait que c'est... Puis en Amérique du Sud, des fois, on voit les deux fils électriques. Non, mais je disais ça parce que je me suis effectivement au Pérou, à Cusco. J'avais loué une chambre, puis le gars, je suis allé faire le Machu Picchu. La première fois, je suis allé faire le Machu Picchu. Puis quand je suis revenu ce soir, il était pas là. Fait que je savais même pas quel hôtel j'avais. Fait que j'ai passé la nuit dans une voiture de police à chercher l'hôtel dont je me rappelais pas le nom parce que j'étais arrivé à 5 heures du matin puis j'avais laissé mes valises avec le gars puis j'étais parti il m'avait amené faire l'autobus pour aller là. Puis quand je suis revenu 10 heures le soir, je sais pas quel hôtel je vais. Le gars, il est plus là. Puis mes valises sont dans une chambre d'un hôtel quelque part. Fait que j'ai passé la nuit dans un genre de police avec des descentes puis des affaires comme ça jusqu'à temps que à 3-4 heures du matin, je dis, regardez, je vais me prendre une chambre n'importe où, puis j'adresserai le problème demain, parce que je suis fatigué. Puis il y avait une douche comme ça, puis en mettant la main sur le robinet de tuyau de plomb, il y avait juste un jet d'eau de la canne électrique avec le fil électrique que tu voyais le fil attaché avec des mavettes. Mais l'eau est conducteur, fait que le courant, c'était pas en continu parce que c'était le jet d'eau qui transportait le courant, mais j'ai pogné avec j'avais 2 pieds dans l'eau. Je me dis, c'est OK, c'était pas ma journée. Là. J'ai pas de valise, j'ai pas de chambre, j'ai pas rien, puis je me fais électrocuter en plus. T'sais. Mais bon, finalement, écoute, ça a été... Je te file. C'était une galère. Finalement, le lendemain matin, pour finir la petite histoire, le lendemain matin, j'ai dit, OK, je vais aller où j'ai pris l'autobus qui s'en va au Machu Picchu, parce qu'il y a tout un stand où ils sont tous là. Mais là, je ne sais même pas c'est où. Ben, il me semble qu'il y avait une église. Là, j'essaie de refaire le fil dans ta tête, ça ne marche pas. Là, puis à un moment donné, je vois une espèce de... Toutes les rues à Cusco sont perpendiculaires, mais sont
Ça ressemble, là, tu sais. Oui. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Fait que c'était pas où est le grand square. Fait que finalement, je trouve le square, puis là, je vois l'autobus qui est le boss qui m'avait amené la veille. Je me mets devant le boss, puis je dis au gars, tu pars pas, toi. Il y a un gars qui m'a emmené dans le boss ici, qui a eu une commission pour m'embarquer dans ce boss-là. Là. Hier, il s'appelait César, là. Je sais pas son nom de famille, mais trouve-moi-les parce que là, je trouve pas ça drôle. J'ai un avion pour Lima, tu sais. Fait que finalement, le gars, il dit, non, tu peux pas empêcher 60 personnes de partir, je vais t'écraser. Écrase-moi, puis je restais debout devant le boss. Finalement, la guide est descendue. J'ai dit, t'avais un César, toi, qui t'a acheté des billets pour moi hier, là? Il est où? Puis elle a dit, mais là, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai passé la nuit sur la carte d'Alain, j'ai payé 2 hôtels alors que. Puis j'ai fini par me faire électrocuter, gars. Je veux César, il m'amène aussi, qui m'a vendu son hôtel hier. Fait qu'elle l'appelle. Puis il s'engueule en espagnol, je comprenais pas. Mais elle me dit, il est pas loin d'ici. Fait qu'elle m'a accompagné jusqu'à chez eux. C'était un bloc appartement. Je suis pas fier de dire ça, là, mais j'étais en furie, tu sais. Fait que j'arrive, je dis César. Puis là, il fait signe en haut. Puis la madame est restée sur le bord de la porte en bas. Fait que moi, je monte dans le bloc appartement, puis j'arrive sur un étage, il y a comme 4 portes. Puis il me dit César, il dit au premier plancher. Je pogne la première porte, je défonce avec un coup de pied la porte. Il y avait un gars qui sa blonde était couché là, tu sais. Excusez, c'est pas César, je referme la porte. Défonce la deuxième porte. Il y avait une fille mère qui allaitait son bébé. Excusez-moi. Troisième porte, César était là. J'étais allé pogner. J'ai dit, toi, mon père, c'est comme, ramène-moi, il est où mon stock, là, tu sais? Ramène-moi à mon hôtel, ramène-moi. Puis là, le gars de l'hôtel, il voulait être payé. Mais je l'ai payé, ce gars-là, hier. Il dit, oui, mais lui, il m'a pas payé. Regarde, je ne vais pas payer 3 fois pour une nuit. Là, je veux dire, j'ai assez payé pour ma nuit, là, c'est que je ne paierais pas. Finalement, j'ai pris mes valises, puis je suis parti à l'aéroport. Mais, tu sais, c'était une galère de. Ça a commencé avec un chauffe-eau électrique dans une canne de bine, là, mais bon. Fait que, bon, mais écoute, c'est fantastique. Alors, tu me promets que tu vas revenir quand tu vas avoir fait ton road trip. La route de la musique. Ben oui, je ne peux pas croire que tu n'as jamais entendu parler de ça. J'ai fait la Route 66 oui, moi aussi, de je l'ai Chicago fait. Moi aussi, je l'ai fait. Jusqu'à LA, mais je connaissais pas En fait, je suis peut-être pas aussi passionné de musique que toi. Là. Je sais que ça a l'air bien important dans ta vie. Ouais. As-tu été voir comme des opéras ou c'est juste de la musique country que t'aimes? Moi, j'aime tous les spectacles, là, mais j'ai une prépondérance de spectacles. Mais moi, je suis allée voir Taylor Swift en Suède. Oui. Où ça? Elle n'est pas venue à Montréal? Non, en Suède. En Suède? Oui, moi, j'ai fait le voyage. Je suis partie 5 jours en Suède avec ma plus grande pour aller voir Taylor Swift. Donc, je m'en vais voir Lady Gaga. J'adore les spectacles de musique. Donc, oui, le country. Moi, je suis plus vieux. As-tu été voir Sir Paul McCartney? Non, mais c'est moins mon truc, peut-être. Les Beatles, c'est intemporel. Oui, je suis d'accord. Mais mettons, quand je choisis mes... Il y a des spectacles que j'ai envie de voir avant. Parce que c'est des showgirls qui. C'est des showgirls. Qui dansent, qui performent, dans le fond. C'est pas juste la chanson, ça va plus loin que ça. Il y a des histoires, il y a des costumes, il y a, tu sais. Tu connais toutes les paroles de toutes les tunes de Lady Gaga puis de Taylor Swift. Taylor Swift, je pense que je peux dire que je suis une maman de Swiftie qui est devenue une Swiftie. Mais oui, je suis très fan, en fait, de ce que Taylor Swift fait. Je pense qu'elle fait vraiment des grandes choses. Puis elle envoie aussi des grands messages de confiance en elle aux jeunes filles. C'est un role model. Un role model pour la culture pop actuelle. Là. Disons que c'est quelque chose dont on s'est un peu éloigné. Fait que moi, je trouve ça extraordinaire que l'idole de ma fille, c'est cette femme plutôt qu'une autre qui véhiculerait des valeurs moins positives que celles qui sont véhiculées par Même Taylor Lady Gaga qui a des problèmes, des démons elle-même ou des difficultés de santé, puis etc., qui se bat puis qui réussit quand même à dégager quelque chose, une aura tout à fait. de force, de résilience, de tout ça. Là. Oui. Puis c'est des femmes qui sont politisées. Je veux dire, oui. Véhicule des bons messages. Oui. Fait que ça, c'est tes filles qui t'amènent avec ça. Oui. Et des voyages filles-mères, tu penses-tu que ça va durer toute ta vie? Tu te vois-tu à 80, les filles qui ont 60, puis qui ont des billets de la FADOC rabais en autobus. Moi, si en plus on a des rabais, c'est bon. Mais ce que je peux dire, c'est que moi... Ça, c'est l'actuaire en toi qui fait les calculs, le rapport, le coût-bénéfice. Fait que toi, s'ils ont 65 ans, mais non, maintenant, c'est 55, la FADOC. Tu peux avoir des billets de bus gratuits puis des affaires comme ça. Non, mais par sa part, moi, quand j'ai commencé à voyager, j'ai embarqué ma mère là-dedans. Donc, ma mère a fait plusieurs voyages à Pack-Sac avec moi. Puis encore aujourd'hui, on est allé en Martinique il y a 2 semaines. C'était pas un voyage Pack-Sac, mais c'est un voyage où on a loué un char, on s'est promené, on a fait 3 places. C'est moins son type de voyage, mais elle réussit encore à suivre. Fait que As-tu pensé en faire un
Grand-maman, maman, puis... On en a fait plusieurs. On en a fait plusieurs, oui. Ma mère est venue avec nous en voyage pack-sac avec des enfants. Puis même l'Indonésie, ça y tentait, mais ma mère, les longs vols, elle a une condition médicale aussi qui peut être complexe avec plusieurs changements d'avion. Si elle paye un billet business class, full reclining seat, elle va dormir, elle va arriver là. Je peux t'envoyer la moitié du bill? Hein? Je peux-tu t'envoyer la moitié du bill? Ben, écoute, pour des raisons humanitaires, c'est sûr. Non, mais tout ça pour dire que j'ai beaucoup voyagé avec ma mère. Elle a fait des auberges de jeunesse avec moi. J'ai commencé les auberges de jeunesse avec mes filles. Fait que je pense qu'il va y avoir une période où ils vont avoir envie de voyager avec quelqu'un d'autre que moi, mais je suis certaine qu'on va en faire plein des voyages. OK, ben j'aurais dû te poser cette question-là en premier avec ta mère, la relation avec ta mère avant de ta fille. J'ai focusé sur ta relation avec ta fille. Mais c'est moi l'élément central de ces voyages-là. Ma mère n'aurait jamais fait ces voyages-là si j'y avais pas... Non, comme... je t'entends. Puis mes filles non plus. Est-ce que ta mère... Maintenant, tout le monde embarque. Est-ce que ta mère, avec ses copines de femmes de son âge, a fait... Est-ce que ses amis à ta mère font ça ou ta sœur de sa zone de confort? Ma mère va dans des tout inclus. Okay, toujours les mêmes. Là, ta sœur de sa zone de confort big time, là. Oui. Ah, OK. Puis elle aime ça à la fin. Oui. Elle se sent en sécurité avec quelqu'un qui ne s'est pas planifié, qui pense juste dans l'avion où c'est qu'elle va aller le lendemain. Puis ça ne la dérange pas. Ben, je pense que ça la dérange un peu. Tu l'épargnes de ce stress inutile-là. Ça la dérange un peu. Elle trouve que je conduis trop vite. Elle trouve que je planifie pas assez puis que j'écoute de la musique trop fort. À 44 ans. 3 beaux défauts quand même. Merci, Mélanie. C'est super. Merci, Sarto. Merci pour l'invitation. Alors, on se revoit dans un prochain podcast.